Bonjour, bienvenue à Banque de réponse, ce direct présenté par Banque nationale. Je m'appelle Rebecca McConnell, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je vais être votre animatrice pour les prochaines 30 minutes et je suis, j'imagine, comme la plupart d'entre vous, propriétaire, j'ai des investissements, j'ai des REER et vous avez des questions parce que la situation, la crise en fait qu'on traverse est vraiment sans précédent et fait soulever toutes sortes d'interrogations à propos de nos finances personnelles. Et justement, bien, mon rôle aujourd'hui, ça va être ça, c'est d'aller chercher pour vous des réponses claires à vos questions. C'est pour ça que je suis ici. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur tout ce qui a rapport avec les investissements, l'épargne, les placements. Peut-être que vous avez des projets futurs, votre retraite, par exemple. Évidemment, je vais diriger ces questions-là à deux experts pour les 30 prochaines minutes. Et j'ai nommé Denis Gauthier. Bonjour. Bonjour Rebecca, heureux d'être ici. Premier vice-président et directeur national financière, Banque nationale et gestion de patrimoine. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et Nancy Paquette, bonjour. Bonjour Rebecca. Bonjour Denis. Première vice-présidente, stratégie, épargne et investissement pour les particuliers. Alors, comme je le disais un petit peu plus tôt, on parle d'investissement, de placement, d'épargne aujourd'hui parce que la bourse a vraiment été chamboulée par le début de la crise. On vit toutes sortes de drôles de situations. Certains d'entre vous n'ont plus le salaire que vous aviez auparavant. Vous vous demandez quoi faire avec votre épargne. D'autres, à l'opposé, voilà peut-être une occasion justement d'investir. Si c'est votre cas, on va répondre à vos questions aussi. Et d'ailleurs, je vous invite déjà, si vous avez des questions qui vous viennent en tête spontanément, à les écrire sous cet événement live Facebook et on va y revenir dans la deuxième moitié du direct. Mais d'abord, je pense que ça serait bon de faire un état des lieux, peut-être de revenir sur la situation depuis le début de la crise, les marchés, les impacts que ça a eu sur les portefeuilles d'investissement. Donc, lequel de vous deux peut me faire un état des lieux en date du 14 mai, un petit bilan de ce qui s'est passé aussi, peut-être nous dire quand est-ce que les marchés vont remonter? Je peux la prendre, Denis? Allez-y. Donc, en fait, quand les marchés vont remonter, c'est une bonne question. Je vais y revenir après. Mais ce qui s'est passé, on se rappelle que le 13 mars dernier, on était justement en Facebook Live le lendemain de la journée où on a appris qu'on allait être confiné pour 2 semaines. Et finalement, les marchés ont réagi avec émotion. Puis oui, il y a eu une baisse d'à peu près 30 tout dépendant des indices. Mais rapidement, le marché a remonté. Puis bien que ce ne soit pas nécessairement 100 favorable, avril a été, somme toute, un bon mois. Un bon mois. On a eu à peu près une hausse de 20 encore une fois, tout dépendant de l'indice qu'on suit. Donc, c'est sûr que ça crée beaucoup d'inquiétudes, mais il faut se rappeler que ce n'est pas une récession économique comme ce qu'on a vécu par le passé. C'est un arrêt de l'économie causée par une question sanitaire. Donc, ce sont les gouvernements qui ont décidé de mettre un holà sur certains secteurs de l'économie. Les épiceries et les pharmacies sont restées ouvertes. Oui, les services essentiels, oui. Donc, ils ont mis un holà sur certains secteurs de l'économie pour assurer notre sécurité, santé à tous, mais que graduellement, l'économie va reprendre. Donc, quand est-ce que le marché va remonter? Mais l'économie puis le marché, ce n'est pas nécessairement la même réponse, mais c'est sûr que plus le déconfinement va arriver, plus l'économie va se remettre à rouler, bien, on devrait revoir un influx d'argent dans l'économie. OK. Et donc, dans les marchés éventuellement. Et donc, dans les marchés éventuellement. Là, les portefeuilles d'investissement ont beaucoup baissé. C'était une baisse vraiment importante. Et il y a plusieurs gens qui seraient peut-être tentés de prendre leur acquis et de les investir dans des placements plus sécuritaires. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Est-ce que c'est une bonne idée? Je peux répondre à ça, Rebecca. Si les personnes allaient dans des placements court terme ou très liquides, généralement, les rendements espérés sont beaucoup plus bas. Et il faut se souvenir, c'est normal d'être anxieux face à la situation, mais il faut se souvenir pourquoi on a mis ces sommes-là de côté. Souvent, c'est pour des objectifs sur 5, 10, 15 et même 20 ans, la retraite et autres projets. Et la liquidité pourrait ne pas obtenir les rendements pour nous permettre d'atteindre ces objectifs-là. Alors, oui, c'est tentant, mais il ne faut pas répondre à cette tentation-là. Il faut se souvenir de nos objectifs. Et si on garde ça en tête, c'est assurément pas la bonne chose de se réfugier à ce stade-ci dans des liquidités. Donc là, je comprends qu'il ne faut pas être émotif, mais en même temps, je veux dire, il y a des gens qui regardent leurs investissements et qui se disent qu'ils ont perdu de l'argent, certains beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces gens-là? Bien, en fait, il
ne faut pas être émotif. Être émotif est tout à fait normal dans cette situation-là, mais il ne faut pas... Les émotions sont c'est une mauvaise conseillère pour nos placements. Alors, il ne faut pas réagir à nos émotions. Sur le coup de l'émotion. Sur le coup de l'émotion. Et se rabattre encore sur ce que je viens de dire, sur les objectifs à long terme. Et vos conseillers, vos conseillères vont être là pour vous tenir la main de ce côté-là, pour vous rappeler tout ça ensemble avec vous. Ça, c'est certain. Puis je rajouterais, ils ont perdu sur papier. Parce que tant qu'on ne vend pas les placements qu'on détient, parce qu'on n'est pas rendu à la retraite, bien oui, le placement a baissé, c'est un fait, puis on est tous dans la même situation. Donc, mais la perte ne s'est pas matérialisée. Elle n'est pas concrète encore. Exactement. Donc, si on ne fait rien, ça se pourrait on reste dans le marché, et quand ça va remonter, comme on parlait tantôt, on va être là. Justement, au cours de la pandémie, quelles ont été les actions qui ont été prises par vos gestionnaires de fonds pour maximiser les rendements? Je peux y aller? Allez-y. Donc, nos gestionnaires de portefeuille doivent faire deux choses de façon importante, c'est-à-dire gérer le risque et générer des rendements. Donc, dans les dernières semaines, 2 mois, évidemment que l'emphase sur le risque a été mise. Puis quand vous dites risque, est-ce que ça veut dire s'assurer que le montant n'arrive pas à zéro? On va parler simplement. Bien, oui, mais aussi de s'assurer que la compagnie dans laquelle ils avaient choisi d'investir à l'époque a toujours les bons fondamentaux, que la situation géographique dans laquelle elle opère est toujours convenable, qu'ils ont une bonne diversification. Donc, les principes de base demeurent. Puis ce qui est intéressant, tu sais, nos gestionnaires de portefeuille achètent et vendent. Et là, quand les gens ont eu peur puis ont vendu, il y a des gens qui ont acheté. Donc, ça a pu aussi générer une bonne opportunité d'acheter. Donc, vraiment, la gestion des risques sectoriels, les fondamentaux de l'organisation. Est-ce que la direction est toujours là? Est-ce que le plan d'affaires est toujours clair? Et si la réponse est oui, beaucoup des titres sont restés dans les portefeuilles. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait pour vraiment maximiser les rendements ou ça se peut juste pas pendant une pandémie? Bien, il y a toujours une gestion active des portefeuilles. Donc, s'ils ont vu des opportunités, ils l'ont pris. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait dire après 2 mois que le rendement s'est maximisé? Probablement pas à cause du ralentissement causé par la pandémie, mais il est évident qu'ils se sont positionnés pour cette reprise. Puis d'ailleurs, j'allais dire, on va y revenir, ce ralentissement-là de l'économie, cette période creuse, fait en sorte que certaines personnes y voient une opportunité, une occasion, ils ont de l'argent, ils veulent commencer à investir. Ça serait quoi la meilleure stratégie d'investissement pour ces gens-là? Bien, Rebecca, c'est très perspicace que ces personnes-là aient ce raisonnement-là. Premièrement, il faut toujours regarder sa situation personnelle, notre tolérance au risque, mais ceux qui ont de la liquidité à investir en ce moment, une bonne stratégie qui historiquement fait ses preuves, c'est d'y aller avec plusieurs achats parce que, Nancy l'a dit, on le sait, le creux du marché, on le sait juste des années plus tard. Okay? Donc, on sait quand on est plus bas et si on a la chance d'avoir des liquidités, c'est le temps de rebalancer son portefeuille tout en respectant ses objectifs et de faire ça ponctuellement au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Pourquoi ponctuellement et pas d'un coup? Parce qu'on ne peut pas prévoir. C'est futile d'essayer de prévoir le marché à court terme. On sait juste qu'il y a eu une grande volatilité et la seule façon d'en profiter à long terme, c'est d'être investi. Mais c'est quand même prudent de ne pas tout mettre. On ne peut pas le prévoir à court terme, donc on ne veut pas tout mettre d'un coup. Fait que si on a la chance d'avoir une liquidité, faire quelques achats au cours des prochaines semaines et mois, c'est probablement la meilleure stratégie qu'un investisseur peut faire. Et quand on dit diversifier son portefeuille, évidemment, on veut dire de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Là, si vous me permettez cette expression-là, ça serait une bonne manière de comprendre. Exactement. La diversification, ça a été prouvé. La performance d'un portefeuille à long terme dépend à 90 % de la diversification du portefeuille, beaucoup plus de quelqu'un qui aurait réussi à timer le marché, à dire c'est aujourd'hui qu'on rentre parce qu'on le sait. Ce serait trop simple. Donc, vraiment, la diversification dans différents types d'actions, donc des Canadiennes et ailleurs dans le monde, et dans des catégories plus prudentes de revenus fixes, à long terme, a toujours porté fruit. Oui, parce que plus le temps passe, plus, comme Nancy le dit bien, c'est vraiment les classes d'actifs qu'on détient dans notre portefeuille, surtout sur 15 ans, 20 ans, qui vont déterminer le rendement. Et le moment de l'achat, avec le passage du temps, devient très minime dans le rendement. C'est intéressant. Et là, ça revient à ce que vous disiez au début, Denis, c'est-à-dire
non seulement comprendre notre tolérance au risque, mais aussi de voir quels sont nos objectifs, court, moyen ou long terme. Parlant de court, moyen ou long terme, on parle de la probabilité, hélas, d'une deuxième vague de la COVID-19. Et si ça arrive, ce sera quoi l'impact sur l'économie, sur les portefeuilles d'investissement? Est-ce qu'on peut prévoir ça? Bien, on ne peut pas prévoir cette deuxième vague-là, mais il y a quand même des signaux positifs qui nous permettent de voir que, on sait maintenant quoi faire alors qu'on ne le savait probablement pas il y a deux mois quand on a commencé. Les pouvoirs publics ont été très présents. On peut confirmer aussi, et Stephen Poloz le disait aujourd'hui, que le système financier canadien demeure solide. Les banques sont encore bien positionnées. Il y a eu un élément massif pour s'assurer de la sécurité de chacun d'entre nous et des concitoyens. Donc, il y a quand même des bonnes choses qui sont mises en place. Et s'il y avait une deuxième vague, peut-être que le déconfinement serait... En fait, que le confinement ne serait pas imposé partout non plus. Donc, au fur et à mesure que l'économie reprend, ça va être première ou deuxième vague, on va continuer à faire les choses de façon ordonnée. OK. Puis on est un peu plus préparé, évidemment, que lors de on a plus de connaissances. Oui, de la première vague. Avant de répondre aux questions du public, parce que je vois qu'il y en a déjà beaucoup, est-ce qu'on peut peut-être résumer la discussion qu'on vient d'avoir en 4 ou 5 astuces là, de haut niveau? Là? Vous pouvez peut-être faire ça? En fait, pour ceux qui ont plus d'expérience, moi, je dirais, parce que c'est sûr, il y a des jeunes qui viennent de commencer à investir, ils ne se retrouveront pas dans mon premier point, mais pour ceux qui ont plus d'expérience dans les marchés boursiers, comment vous avez réagi en 2008, 2007, 2008, quand on avait eu notre crise? Qu'est-ce qu'on a fait? Comment on a réagi? Et si on est sorti des marchés à l'époque, donc on a cristallisé notre perte de papier est devenue réelle, comme on parlait tantôt, est-ce qu'on veut refaire la même chose aujourd'hui ou on a appris? C'était une bonne stratégie ou non? Et si on est resté investi puis qu'on a vu que ça a bien été, bien, continuons à le faire. OK. Ça, c'est un bon point. Denis? Oui, moi, le deuxième, je dirais qu'il faut vraiment résister à la pensée de synchroniser le marché. C'est le plus grand mythe. Qu'est-ce que ça veut dire, synchroniser le marché? Essayer de rentrer, de prédire quand on est au bas, quand ça va remonter. Ah oui. C'est très attirant. C'est naturel de vouloir. Oui, c'est un réflexe. Et nous, les professionnels, depuis 10, 15, 20, 30 ans là-dedans, ça fait longtemps qu'on n'essaie plus de synchroniser le marché. Alors, je dirais à tous nos clients, à tous les épargnants, à tous les investisseurs, ôtez ça de votre jeu de cartes et rappelez-vous de vos objectifs à long terme. Et essayez pas de le synchroniser. C'est comme de penser qu'on peut gagner chacune de nos parties de baseball chaque fois avec juste des coups de circuit. OK. C'est rare. Donc, résister à la tentation de vouloir synchroniser le marché. Vous avez beaucoup insisté aussi, peut-être, je ne sais pas si ça serait une astuce, sur diversifier le portefeuille. Absolument. Ouais. Les principes qu'on a dit tantôt, des actions de différents pays, des revenus fixes. Et nos conseillers ont tous les outils pour permettre de faire un portefeuille qui convient à la personne. Parce qu'il y a quelqu'un qui a 30 ans, puis sa retraite commence à 65 ans et sera retraité un autre 30 ans. Okay. C'est pas la même chose que quelqu'un qui a 56 ans et qui est à 10 ans de sa retraite. OK. Donc, une autre astuce, ce serait de se rappeler de quand est-ce qu'on veut utiliser, entre guillemets, cet argent-là, peut-être. Exactement. Parce que l'échéance de... pour renchérir sa diversification, la diversification nous sert dans les corrections de marché, parce que ça nous protège, mais ça sert aussi à capturer les secteurs. En étant diversifié, on capture les secteurs qui vont monter aussi. Oui. Donc, la diversification nous est très utile dans les deux mouvements de marché. OK, nous protège dans les deux mouvements. OK. On va maintenant répondre aux questions du public, si vous êtes prêts, Denis et Nancy. Je suis à la retraite, mais j'aimerais aider mes enfants à passer au travers de cette crise. Quelles sont les options qui s'offrent à moi pour les aider financièrement? Bien, c'est très louable de vouloir aider nos enfants. Oui, vraiment, on comprend quand on en a les moyens. En même temps, il faut faire l'exercice de regarder quel impact ça a sur nos propres objectifs. Okay? Surtout donc si on peut se le permettre? Si on peut se le permettre, exactement. C'est un exercice quand même simple à faire, revoir son plan financier avec son conseiller, sa conseillère. Mais je pense qu'il faut faire ça en amont, puis ensuite, on va voir dans quelle mesure on peut supporter nos enfants. Parce que quand on est déjà à la retraite, on ne travaille plus. Donc, il n'y a plus d'influx, il n'y a que des sorties. Donc, c'est sûr qu'il faut vraiment prendre le temps d'en discuter avec notre conseiller. Yolène nous demande, j'ai déjà perdu de l'argent de mars à fin avril. Est-ce que je laisse mes investissements comme ils sont? J'ai l'impression que ça va répondre à beaucoup de gens, ça. Oui. Que ça va parler à beaucoup de gens. Bien, évidemment. En autant que ceux-ci
correspondent encore et à la tolérance au risque et sont bien positionnés pour des objectifs que Yolène est la seule à bien connaître. Ouais. Alors, elle doit répondre à ces questions-là. Probablement aussi qu'avec son conseiller, c'est une discussion très pertinente à avoir. Sans plus d'informations, je dirais oui. Ouais. Avec plus d'informations, je dirais probablement encore plus oui. Oui. C'est vrai que j'imagine que la tolérance au risque aussi peut peut-être changer pendant la pandémie. Là, bien, en fait, elle ne devrait pas changer à court terme parce intéressant. que c'est les émotions dont Denis nous parlait tantôt. Mais c'est sûr que c'est un moment d'avoir une réflexion. Peut-être qu'on pensait qu'on était plus tolérant. Quelqu'un qui, dans les 10 dernières années, il y a eu quelques soubresauts de marché, mais on s'entend que ça a été à la hausse pendant 10 ans. Oui. Donc, les plus nouveaux sur le marché n'ont jamais connu. Alors, sur papier, tu dis, bon, oui, moi, je suis capable de vivre avec un 15 de baisse. Mais quand on le vit pour une première fois, on n'est peut-être pas... Là, on se rend compte qu'on n'est pas capable. Donc, je dirais que la majorité des gens, leur tolérance au risque ne devrait pas changer si l'exercice a été bien fait et que l'objectif était clair. Mais c'est sûr que pour qui c'est nouveau, il est possible qu'on apprenne à se connaître dans cette expérience-là. C'est bien dit, qu'on apprenne à se connaître, oui, qu'on se révèle à nous-mêmes. Voilà. Roch nous demande « Placements à taux fixe qui seront à échéance en novembre 2020. Quelles seraient vos recommandations? Merci. » Écoute, la réponse va peut-être être un peu redondante, mais encore une fois, je n'ai pas le choix de répondre, de regarder c'est quoi le but de ce placement-là. Ma réponse va être différente si c'est pour acheter une maison. Acheter une maison dans la prochaine année ou deux versus l'épargne pour la retraite dans 25 ans. Alors... C'est sûr que les taux fixes actuellement, dans le contexte économique, ne sont pas très hauts, puis on ne pense pas qu'à court terme, on aurait des taux de certificats de placement garantis comme on a connu jadis. C'est alléchant, oui. Donc, si l'objectif est à plus long terme, bien, ça peut être difficile d'atteindre nos objectifs de retraite avec de petits rendements. Merci pour ça. Corinne nous demande « Ma bourse perd de la valeur. C'est pas mieux de vendre? » Et de cristalliser la perte, je répondrais. Encore une fois, si c'est pour quelque chose qui va se produire dans 1 an et plus, ouais. Je pense pas que c'est une bonne idée de cristalliser la perte, sauf si on dort plus, si on mange plus, si on est tellement stressé. Pourquoi cette que ça nous fait mal. Bien là, à ce moment-là, si l'émotion nous empêche de fonctionner, là, c'est là qu'il faut vraiment parler à notre planificateur financier ou notre conseiller pour vraiment remettre les choses en perspective. Et cristalliser la perte, c'est sortir du papier, on peut dire ça comme Exactement, ça. on passe du papier à la vraie vie. OK. Laetitia demande, pour un nouveau et jeune professionnel, est-ce avantageux de commencer à cotiser dans un REER maintenant ou serait-ce plus prudent de mettre de l'épargne dans un CELI plus tôt? J'ai comme l'impression qu'avant de répondre, il faudrait peut-être repréciser aux gens qui sont comme, c'est quoi donc la différence entre un REER et un CELI? Alors, un REER, c'est en prévision de la retraite. Oui. Et on cotise maintenant, régime enregistré d'épargne retraite, on cotise maintenant, on a les retours d'impôts. Donc, on a une déduction fiscale de cette cotisation-là et ça croît à l'abri de l'impôt jusqu'à ce qu'on arrive à la retraite. Oui. On peut aussi l'utiliser pour acheter une maison, à faire des RAP. Oui, à faire un RAP. Oui. Un CELI, c'est un compte d'épargne libre d'impôt. Donc, on met 1 000 $ dedans. On n'a pas le retour d'impôt que le REER nous donne, mais ça croît aussi à l'abri de l'impôt. Donc, un nous donne un retour d'impôt. Il faut penser que, est-ce que je paye moins d'impôts aujourd'hui que j'en paierai à la retraite? Le CELI, quand on va sortir les sommes, ça ne sera jamais imposé parce qu'on n'a pas eu de déduction fiscale lorsqu'on a cotisé. Donc, Laetitia veut savoir, pour un nouveau et jeune professionnel, lequel serait mieux? Plus avantageux de commencer à cotiser un REER ou plus prudent de mettre de l'épargne dans un CELI? Les deux véhicules existent, sont pertinents. Donc, en finalité, il faudrait s'asseoir avec Laetitia. C'est une très bonne question. Oui. Et regarder ses objectifs. Et là, la recommandation se raffinerait. OK. Mais en partant, épargner, investir, c'est déjà des bons pas. Peut-être la sous-question, c'est aussi en temps de pandémie, en fait. C'est ce qu'elle veut savoir, lequel des deux est le mieux. Puis peu importe, c'est bien de commencer. C'est ce que je comprends. Bien, en fait, je dirais que la seule flexibilité que ça donne, le CELI, c'est qu'on peut le retirer en tout temps. OK. On ne recommande pas de retirer en tout temps parce que beaucoup de gens cotisent et retirent dans le CELI. Ce n'est pas le but du produit, mais ça demeure que c'est un véhicule très pertinent. Donc, si elle le met en pensant que dans 3 ans, elle fait autre chose avec ça, bien, probablement que le CELI peut être avantageux. Okay. Le REER, on ne pourra pas le sortir sans impact fiscal, sauf pour l'achat d'une maison ou le retour aux études. Parfait. JC, dois-je m'inquiéter pour ma retraite?
Quel âge a JC? C'est ce que j'allais dire, il manque peut-être un peu d'informations. Donc, ça dépend de son âge et à quel âge il veut prendre sa retraite, finalement. Et combien il avait accumulé jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il fait partie des 40 qui ont aussi un fonds de pension avec l'employeur ou pas? Est-ce que l'emploi est toujours là ou on a subi aussi une perte d'emploi, ce qui est malheureusement arrivé pour certains? Donc, c'est vraiment plusieurs questions. Et même si Jesse était à 1 an de la retraite, son espérance de vie est probablement longue. Donc, Oui. Jesse, on ne sait pas son âge, mais peut avoir encore, même près de la retraite, 25-30 ans d'horizon. Oui. Alors, peut avoir encore une vision long terme de son pécule. Et puis, comme on l'a dit tantôt, le temps atténue énormément les fluctuations. Et le temps, pour nous tous, c'est un très gros actif aussi. Oui, il faut se rappeler de ça. C'est ça. Quand on fait nos prévisions en planification financière, on estime une date de décès qui est au-dessus de 90 ans. Donc, même si on est retraité à 65 ans, ça vous donne une idée du temps. Et on sait qu'on a de plus en plus de centenaires. Alors là, j'ai peut-être une question un petit peu plus précise de Marc qui dit « J'ai 60 ans, retraité, sans régime de retraite, seulement REER et CELI. Quelle serait la répartition d'actifs idéale? » Marc, c'est un peu plus précis. Merci pour votre question. Néanmoins, il faut regarder votre tolérance au risque, Marc. Il faut regarder vos besoins en termes annuels de liquidité mensuelle et annuelle. Et suite à ça, avec votre conseiller ou avec les conseils en ligne qu'on peut offrir qui sont tout aussi pertinents, on va pouvoir vous faire une répartition adéquate. Alors, répondre précisément, c'est pas possible. Ben non, faut parler, sans vraiment avoir une conversation avec Marc. Une question de Martin. Mes parents sont à... Ça se précise. Mes parents sont à 5 ans de la retraite. Leurs placements ont chuté. Quelle serait la bonne stratégie pour eux? Là, tout ce qui nous manque, c'est l'âge des parents, mais ils sont à 5 ans de la retraite. Donc, disons qu'ils ont 55 ou 60, tout dépendant s'ils prennent leur retraite. Oui. Bien, je dirais que si les parents ont réussi à accumuler dans leur REER jusqu'à maintenant, de continuer à le faire, parce que justement, dans le temps qui reste, il y a de bonnes chances que l'économie, sur un horizon de 5 ans, reprenne. L'histoire nous a montré que c'était le cas. Évidemment, c'est la première fois qu'on vit une pandémie, mais il faut avoir confiance dans notre système et on l'a. Donc, je pense que c'est de continuer à investir, oui, voir si leur tolérance au risque a changé. Puis c'est sûr que plus on se rapproche de la retraite, plus on a quand même une certaine modification de portefeuille avec nos conseillers. Puis, est-ce que 5 ans, c'est considéré court terme, moyen terme? C'est du moyen terme. C'est du moyen terme, ouais. OK. Et là, je pose la question parce que la question suivante de José est « La retraite arrive en juin. » Juin, c'est bientôt. C'est demain. En fait, c'est demain, c'est ça, c'est demain. La retraite arrive en juin, que faire avec nos placements? Bien, normalement, José a planifié depuis bien des années ce juin-là. Alors, malgré le dernier mois ou deux qui était volatile et éprouvant sur le plan émotion, le gros de son portefeuille devrait correspondre. Il devait déjà être positionné depuis plusieurs mois avant ça. Il devrait correspondre à ses objectifs d'origine. Exactement. D'origine. Et normalement, il n'y a pas grand-chose à changer parce que la retraite ne veut pas dire la mort. Et comme on l'a dit tantôt, l'horizon est encore 25 à 30 ans en avant. Puis, si José devrait s'asseoir près de la retraite, c'est quand même un moment charnier de s'asseoir avec son conseiller et d'avoir cette conversation-là. Ça va être éclairant, puis ça risque d'être rassurant. Puis, Denis, vous avez commencé en disant, normalement, si normalement, elle n'avait pas fait est-ce qu'il y aurait une autre... Il faut qu'elle prenne le téléphone et qu'elle appelle son conseiller. Le meilleur moment de planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième, c'est aujourd'hui. C'est ça. Et il n'est jamais trop tard pour avoir des conseils puis se positionner selon notre situation. Parfait. Puis à la retraite, on peut faire des choix aussi. Donc, c'est sûr qu'il y a des dépenses, le logement, la nourriture, tout ça qu'on ne peut pas couper. Oui. Mais des fois aussi, à la retraite, on avait des plans de voyage. Donc, José voulait peut-être prendre 3 mois cet été pour voyager. Avec ce qu'on connaît maintenant, il n'y a pas grand monde qui va voyager 3 mois cet été. Donc, ça permet aussi de revoir certains objectifs et peut-être de faire des choix financiers différents. Donc, c'est ça, la conversation avec le conseiller financier, c'est en cours toujours. C'est ça, c'est clé, puis c'est en continu. C'est ça, OK.
J'ai une question maintenant de Lucie. Lucie dit « Bonjour, j'ai des placements très sécuritaires, mais avec tout ce qui se passe, dois-je avoir peur que mes placements baissent et ne donnent pas la valeur espérée? » Je ne crois pas. S'ils sont très sécuritaires, s'ils lui ont été bien expliqués, je ne peux pas imaginer qu'il y a grand risque. Et non, il ne faut pas avoir peur. Puis encore une fois, qu'elle appelle son institution, son conseiller, sa conseillère, se faire assurer. Elle va avoir des bonnes réponses. Et si c'est très sécuritaire, c'est possible que ce soit des placements garantis. Les placements garantis, on a l'Assurance Dépôt du Canada qui garantissent les placements jusqu'à 100 000 $. Donc, tout dépendant de ce qu'elle considère très sécuritaire, il ne devrait pas avoir d'enjeu. Il ne devrait pas avoir d'enjeu. Laurent, comme nous savons que le PIB va changer, dans quelle proportion cela peut faire des changements sur nos investissements? Je ne suis pas certaine de la comprendre, celle-là. Comme nous savons que le PIB va changer, dans quelle proportion cela peut faire des changements sur nos investissements? C'est pas le PIB, produit intérieur brut. Exactement. Oui, le PIB va changer, mais à court terme. Nancy l'a dit en entrée de jeu, les autorités gouvernementales ont mis l'économie sur pause. Oui. On n'est pas dans une récession conventionnelle. Alors, il ne faut pas penser que le PIB va changer vitam aeternam, puis ça ne devrait pas avoir une influence sur la stratégie de placement à long terme. Pas non, du tout. Moi non plus. OK. Bon, mais alors, Laurent, vous avez votre réponse. Avant de conclure, il y a beaucoup de questions de clients qui portent sur les transactions qui est possible de faire en ligne et au téléphone. Est-ce qu'on peut rappeler quel genre de transaction c'est possible de faire en ligne au téléphone? Donc, il y en a plusieurs. Okay. Alors, on peut le faire sur notre banque en ligne, donc ma banque en ligne ou sur le téléphone mobile. Alors, tout ce qui est transactions bancaires, dépôt de chèques et les transactions d'investissement sont habituellement disponibles. Pour les conseillers de la financière, il faut travailler directement avec le conseiller. On peut aussi prendre le téléphone et faire des transactions avec le clavier, okay. Donc dans notre automatisé. On peut aussi appeler dans notre centre conseil par téléphone et parler à quelqu'un qui peut nous aider. Et il y a des tutoriels aussi qu'on a mis sur notre site Web. Donc, les gens qui se sentent peut-être moins à l'aise avec ce que je viens de décrire, il y a des tutoriels qui vont leur apprendre à l'utiliser. Puis, si on veut vraiment parler à quelqu'un puis tout ce que je viens de dire ne fonctionne pas, bien, on peut aller sur la page Facebook de la Banque nationale. En fait, j'allais demander, parce que là, les gens vont vous entendre dire hey, « on peut appeler, super, mais si le temps d'attente est trop long, on a besoin de faire une transaction. » Donc, sur la page Facebook de la Banque nationale, il y a une section où on peut poser notre question et quelqu'un va nous répondre. On a une équipe d'experts qui ne fait que ça, répondre aux courriels à tous les jours. Et c'est des messages privés. Oui. Ah oui, OK, très ça bon reste point. anonyme, Merci. bien sûr, parce qu'on parle ici d'épargne. Oui. Bien voilà, c'est ce qui conclut notre banque de réponses aujourd'hui. Un grand merci à vous deux. Merci Denis Gauthier, premier vice-président, directeur national financière, Banque nationale, gestion de patrimoine. Un plaisir, Rebecca. Merci pour vos lumières. Et Nancy Paquette, première vice-présidente, stratégie, épargne et investissement particulier. Merci aussi, Nancy. Merci beaucoup. D'avoir répondu aux questions des gens. Si les gens ont d'autres questions, ont besoin davantage d'informations, bien, je vous invite à aller sur le site web bnc.ca/banque de réponses au pluriel. Vous allez trouver là une foule d'articles, probablement des tutoriels également pour vous aider dans les prochains jours, les prochains mois. Sinon, bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode de Banque de réponses. Et là, on va parler de vos finances personnelles, mais surtout comment gérer un budget. Merci beaucoup. Prenez soin de vous.